Amis des alimentations, bonjour. Bon, en faisant un peu de ménage aussi dans mon ordinateur, j'ai retrouvé un PowerPoint que j'avais préparé, ça fait déjà un petit moment, pour répondre en fait à des questions que j'avais eues sur les convertisseurs continu. Et ce soir, il n'y a pas grand-chose de bien à la télé, et à vrai dire, j'en ai un peu marre de ranger. Et je me suis dit, tiens, c'est une occasion de sortir cette vidéo. Cette vidéo s'adresse principalement aux débutants, et en gros, c'est un petit peu une généralisation, un petit peu des données, un petit peu de base sur les convertisseurs dits continu. Alors déjà, à quoi ça sert, un convertisseur continu? Ça sert principalement à deux choses. La première chose, c'est de transformer une tension disponible en une ou plusieurs autres tensions, mais plus adaptées à l'utilisation. Par exemple, on a une batterie de 12 volts et on veut du 5 volts pour alimenter un Arduino, par exemple. On a du 5 volts et on veut avoir du plus et du moins 15 volts pour alimenter un amplificateur opérationnel. Et ainsi de suite. La deuxième fonction principale, ça peut être aussi de l'isolation galvanique. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'isolation galvanique, je vous mettrai le lien en haut là sur ma vidéo sur le sujet. Certains de ces convertisseurs permettent en effet cette isolation. Et là, on a la lime secteur, l'isolation des masses, etc. Alors, je parle de la lime secteur. On va me dire, oui, non, mais le secteur, il est alternatif. Oui, c'est vrai. Mais en fait, dans tous les cas d'alimentation à découpage sur le secteur, si on regarde bien, la première chose que l'on fait sur le secteur, c'est de le redresser pour en faire du continu. Et donc derrière, on a bien un convertisseur continu vers du continu, généralement. Donc, voilà. En fait, je pense qu'on peut inclure les alimentations à découpage secteur dans cette famille. Alors, ces deux fonctions sont pas exclusives et peuvent être combinées. Quelque part, si on regarde bien dans le cas d'une alim secteur, on fait les deux, en fait. On veut à la fois abaisser la tension et à la fois avoir l'isolation galvanique. Alors, ce qui est important dans ces convertisseurs, une notion principale, quelque part, c'est ce qu'on appelle le rendement. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans ces convertisseurs, la puissance de sortie, elle est toujours, j'ai mis en rouge et en gras, inférieure à celle d'entrée. Sinon, ça veut dire que s'il est capable de sortir plus d'énergie qu'il rentre, c'est que quelque part, il est capable aussi d'en produire. Et à ce moment-là, pour moi, on n'est plus tellement dans le domaine des convertisseurs d'énergie, mais des sources d'énergie, et ça sort complètement du cadre de cette vidéo. Le rendement d'un convertisseur, ce qui est simple à comprendre, c'est le ratio, c'est-à-dire le rapport qu'il y a entre la puissance fournie en sortie sur celle consommée en entrée. Et même si maintenant on est capable de faire des très bons convertisseurs, on arrive à des fois des rendements de 95 voire plus, le 100% ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le convertisseur en lui-même a besoin pour son propre fonctionnement d'énergie et en même temps il inclut toujours plus ou moins des pertes ou des choses comme ça. Alors la différence, l'énergie entre les deux, en règle générale elle est plutôt perdue en chaleur, même s'il y en a une petite partie mais généralement très faible qui va être sous forme de rayonnement électromagnétique ou autre. Alors, le rendement d'un convertisseur, souvent, il dépend aussi de la charge. Généralement, quand on l'exprime, c'est à la charge nominale du convertisseur. C'est-à-dire que si j'ai un convertisseur qui dit, 12 volts vers 5 volts 1 ampère, c'est quand il est chargé avec 1 ampère qu'on calcule le rendement. Donc, très clairement, avoir un convertisseur qui sort plus de puissance en sortie qu'en entrée, ça n'existe pas. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé il n'y a pas longtemps, en gros, est-ce que je connaissais des convertisseurs pour passer de 5 volts 1 ampère en 12 volts 1 ampère? Non, je n'en connais pas. Pourquoi? Parce que, voilà, pour faire ça, on voit que 5 volts 1 ampère, je rappelle, la puissance en watts, c'est le courant par la tension, ça ferait 5 watts en entrée et 12 watts en sortie. Donc pour faire ça, et comme je l'ai dit, il faudrait que rapporter de l'énergie. Donc là, je mets quelques exemples pratiques. Voilà, un convertisseur, par exemple, on met 10 volts 1 ampère en entrée, il sort 5 volts 1,5 ampère en sortie. On voit que ça a 10 watts en entrée, 7,5 watts en sortie, ce qui nous fait 75% de rendement, et donc une perte en gros de 2,5 watts en chaleur. Alors, dans le cas où c'est des convertisseurs avec plusieurs sorties, on additionne les puissances. Par exemple, une alim à découpage, comme je disais, une fois le secteur redressé, prendrait 325 volts, 300 milli, peut sortir 10 ampères, 5 volts et 1 ampère sur le 12 volts. Et là, pareil, ça fait 97 watts. 62 watts, c'est la puissance totale des deux alims. Donc 64% de rendement, 35 watts en chaleur. On voit quand même ici une très forte différence. J'ai 300 milli en entrée, j'ai 10 ampères en sortie. Mais encore une fois, regardez bien aussi la différence de tension. Alors, on va dire qu'il y a deux grandes familles, justement. Il y a les convertisseurs isolés et non isolés. Si on prend le cas des convertisseurs, donc avec une isolation galvanique, dans la grande majorité des cas, encore une fois, je ne vais pas parler des cas un peu spéciaux, mais c'est toujours basé sur en fait un transformateur,
mais qui va utiliser une fréquence plutôt élevée. Hein. Donc voilà, on a un oscillateur ici, un hasher, qui va piloter, je veux dire, en tout ou rien. Hein. C'est aussi une des raisons, hein, j'y reviendrai ici tout à l'heure, qui fait que les convertisseurs à découpage ont des bons rendements, c'est que les éléments de commutation marchent à saturation. C'est-à-dire, en gros, c'est des interrupteurs. Alors, ça peut être un BJT, ça peut être ce qu'on veut comme élément de commutation, mais il marche en tout ou rien. Et comme j'ai déjà dit, quand un élément marche en tout ou rien, ben, il dissipe peu de puissance. Vu que soit il a 0 volt à ses bornes et beaucoup de courant, mais ça fait 0 fois un grand courant, ça fait 0. Soit il est bloqué, il a beaucoup de tension à ses bornes, mais 0 courant, ça fait 0. Donc voilà, généralement on va retrouver cette topologie avec un transformateur qu'on voit ici, avec un couplage donc magnétique. Donc on a le continu, on a cet oscillateur à haute fréquence donc qui va transformer ce continu en tension alternative quelque part HF, un couplage magnétique et derrière un redressement filtrage qui va nous donner les tensions. Donc en fait, si on regarde, on revient un peu au principe du transfo 50 Hz, mais quel est l'intérêt? Bah, c'est que pour des raisons technologiques, un transformateur 50 Hz, qui peut sortir 10 ampères par exemple, bah, c'est un transfo qui va être très gros, donc qui va coûter cher, avec beaucoup de spire, il va être lourd, avec du fer, des choses comme ça, un rendement qui n'est pas forcément terrible. Derrière, il faut avoir des très grosses capacités pour filtrer l'ondulation, et ainsi de suite. Donc le fait, en gros, de travailler des transfos haute fréquence, quelque part, quand je dis HF, hein, c'est pas de la VHF, mais on est dans des dizaines ou des centaines de kilohertz, et ben voilà, on va avoir un bien meilleur rendement. Donc l'avantage de ce genre de convertisseur, bah, c'est maintenant relativement plus simple à faire qu'avant parce qu'on a des tas de circuits intégrés qui font ça très bien. C'est relativement peu coûteux, hein, parce que c'est pareil, c'est produit en grande série. Ça permet des puissances importantes. La tension de sortie, elle peut être supérieure, inférieure ou inverse de celle d'entrée. On peut avoir avec les transfos assez facilement des tensions de sortie multiples. Alors, regardez une anime de PC, ça sort plusieurs tensions. Si on fait ça bien, on peut avoir des très bons rendements. Ça permet d'avoir à forte puissance des tailles réduites. Et là, bien sûr, on a l'isolation galvanique. L'inconvénient, comme on va voir aussi tout à l'heure, hein, tous ces trucs-là, bah voilà, comme ça commute de la HF avec de la puissance, bah, ça fait beaucoup de bruit HF, hein, beaucoup de parasites EMI. Ensuite, comme je l'ai aussi déjà dit, même si, comme je l'ai dit, c'est relativement simple à concevoir avec les CI, si on veut en faire soi-même, c'est quand même un petit peu une spécialisation, hein, surtout pour trouver les bonnes selfs, les bons transfos. Donc, c'est pas forcément les choses qui, même si les schémas ont l'air simples comme ça, les plus faciles à faire. Ça répond pas forcément aussi bien que du linéaire avec aux variations de charge. Et si on a des sorties multiples, la régulation n'est pas forcément simple dans la mesure où si on régule, je veux dire le primaire qui est commun à toutes les tensions, eh ben c'est souvent un petit peu galère à faire. Alors maintenant, nous allons regarder les cas de convertisseurs continu-continu sans isolation galvanique. Donc là, il y a plusieurs topologies possibles, hein, plus ou moins coûteuses. Et pareil, on va voir les principales. Alors, il y en a un, alors je l'ai mis ici, parce que c'est quand même un convertisseur, un régulateur linéaire. C'est bien convertisseur continu-continu. Hein, ça a l'avantage d'être très simple. Voilà, là, je vous ai mis le schéma hyper classique d'un régulateur C78 quelque chose. C'est très peu cher, surtout à faible puissance. Ça a bien sûr l'avantage, il n'y a pas de découpage, il n'y a pas de parasite HF. Maintenant, ça a un rendement vraiment déplorable. Pourquoi ça a un rendement déplorable? Parce que dans ce genre de convertisseur, le courant de sortie est le même que le courant d'entrée. C'est-à-dire, même s'il y a une très forte baisse de tension, le courant est le même. Et tout le reste, c'est part en chaleur. Donc voilà, au niveau du rendement, c'est vraiment pas terrible. La tension de sortie, pour le coup, là, elle est toujours inférieure à celle d'entrée, avec cette fameuse perte hein, qui fait que la tension d'entrée doit forcément être un petit peu supérieure à celle de sortie. Hein, alors, il y a les fameux low drop out régulateurs, hein, les régulateurs qui, justement, ont une faible perte. Enfin, voilà, ça, c'est quand même une contrainte. Et puis, en même temps, plus la tension d'entrée est haute par rapport à celle de sortie, plus la perte sera importante. Donc voilà, surtout pour faire des forts courants, c'est vraiment pas intéressant. Alors après, il y a des convertisseurs qui sont certainement pas les plus utilisés, mais qui fonctionnent, c'est les convertisseurs capacitifs. Hein, je vous avais déjà montré et parlé du fameux circuit ICL 7660. L'idée de ce genre de convertisseur, c'est de charger et de commuter des condensateurs. Hein, on les charge en parallèle, puis on les rebranche en série, par exemple, ou alors d'avoir des oscillateurs qui, derrière,
ont des montages justement assez connus, genre des doubleurs, tripleurs de tension, des choses comme ça. Hein, je vous ai mis ici 3 configurations très connues, hein, qui permettent là par exemple d'avoir une tension de sortie plus faible, une tension de sortie plus élevée, et là une tension de sortie inversée. Donc c'est aussi relativement simple à faire parce que pareil, il y a des circuits intégrés qui font ça assez bien. Ça fait souvent moins de parasites quand même que les solutions à self. Ça permet d'avoir des tensions, comme je l'ai dit, de sortie plus grandes, plus petites ou inversées. Le rendement de ce truc-là, c'est assez moyen et souvent, pour plein de raisons que je ne vais pas m'étendre dessus ici, c'est quand même réservé des puissances faibles. Faire des alimes comme ça qui vont sortir 10 ampères, enfin bon, ça va pas être simple. C'est généralement pas le meilleur choix. Alors après, il y a le cas des convertisseurs selfiques, hein, qui sont ceux sur lesquels on va, enfin, les modèles qu'on va trouver le plus souvent, qui sont basés sur, en gros, le principe, c'est qu'à un moment donné, on va accumuler du courant dans une self pendant un certain temps, et ce courant, donc cette énergie quelque part, qui est un magazine dans la self, eh ben, on va la restituer sous une forme de tension qui est, peut être, comme on va le voir, très différente de celle d'entrée. Et là, on retrouve, il y a plusieurs topologies, hein, je les cite pas toutes, mais je vais citer en gros un peu les 4 principales. Celui qui est très connu, qu'on appelle le convertisseur Buck, hein, qui impose que la tension de sortie soit plus basse que celle d'entrée, où on a ici l'élément de commutation. Alors là, on voit que c'est un MOSFET, mais encore une fois, ça peut être un transistor bipolaire, ce qu'on veut, hein, qui va marcher donc en saturation, hein, tout ou rien. Et là, on retrouve généralement, voilà, toujours une diode, une self, une capacité, mais comme on va le voir, c'est la façon de les brancher qui diffère. Hein, là, en gros, le transistor ici est saturé, on va passer un courant qui non seulement va charger le condensateur et alimenter la charge, mais aussi s'emmagasiner dans la self. Et quand il y a, assez emmagasiné dans la self, lui, il va se couper. Et ce courant qui reste emmagasiné dans la self, il faut bien qu'il se barre par quelque part. Et c'est cette diode, hein, ici, qui va le refaire recirculer dans la charge pendant le temps où c'est coupé, et ainsi de suite. En fait, hein, ce truc-là, c'est la fameuse diode de roue libre qu'on met sur les selfs, hein, toujours. Mais dans le cas d'une diode dite de roue libre qu'on met sur une bobine de relais, l'idée, c'est que cette surtension qui nous gêne plutôt, on la reboucle dans la bobine elle-même, alors que là, au lieu de la reboucler dans la bobine, on la reboucle ici dans la charge. Hein, et ça, après c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour ça qu'il faut aussi des bobines qui marchent, qui vont bien, des diodes rapides, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le fameux convertisseur Buck. Après, on a le boost. Le boost, c'est un peu le même principe, mais par contre, là, l'idée, c'est que la tension de sortie, elle est supérieure à la tension d'entrée. Et là, pareil, vous voyez, on emmagasine le courant dans la self. Alors, c'est vrai, d'un point de vue continu, on pourrait croire qu'on court-circuite la lime, mais on fait ça pendant un temps limité, hein, de telle façon que le courant s'emmagasine dans la self, et quand ça coupe, pareil, il ne sait pas où aller, ce courant, en gros. Donc, il va partir vers cette diode-là, dans la charge, et ça, c'est pareil, donc ça permet d'avoir des tensions de sortie, comme j'ai dit, plus élevées. Après, il y a le buck boost, hein, même système, en gros, si on regarde, c'est très semblable à celui-ci, à part qu'on a inversé le sens de la diode, ce qui permet d'avoir des tensions négatives. On voit ici que dans la charge, la tension est inversée. C'est avec ça qu'on pourrait passer du 5 volts à du moins 5 volts. Et après, on en a un qui est un petit peu plus complexe à mettre en œuvre, qui s'appelle le CPIC, qui permet d'avoir une sortie qui est stable, même si la tension d'entrée, elle est inférieure ou supérieure à la tension de sortie. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça permet de dire, par exemple, qu'avec une tension de 2,5 volts à 12 volts, j'ai toujours 5 volts en sortie sans trou. Donc voilà, en gros, les principales configurations qu'on va retrouver. Dans tous les cas, les avantages, encore une fois, hein, maintenant il y a plein de circuits, hein, les simple switchers de National et tout ça, qui font que ça peut être relativement simple à mettre en œuvre, je veux dire en nombre de composants, hein, pas forcément en mise au point. Et pareil, hein, c'est très peu coûteux, hein, je vous ai déjà montré ça, on trouve des petits modules qui vraiment ça coûte rien. On peut avec ça avoir des puissances vraiment importantes, hein, on peut atteindre des ampères sans aucun problème. Comme on l'a vu, la tension de sortie peut être supérieure, inverseur ou inversée. Comme pour les alimentations, isolées, si c'est bien fait et soigné avec des bons composants, on peut atteindre des super rendements. Et c'est pareil, c'est relativement réduit. Maintenant, pareil, hein, même motif, même punition, et ça va faire beaucoup de parasites en entrée et en sortie. Ça répond pas forcément bien à des variations de charge, rapides. Et pareil, hein, la conception et la mise au point de ces trucs-là, ça peut être relativement complexe, voire très complexe. Alors, parlons maintenant de la régulation. Dans tous les cas, ces systèmes peuvent ou non être régulés. Hein, je rappelle qu'en gros, la régulation, c'est de pouvoir
adapter le convertisseur de telle façon à ce qu'il donne toujours une tension fixe généralement. Donc si on ne met pas de régulation, souvent, voilà, si on a un truc qui donne 5 volts, 5 volts à vide, dès qu'on va tirer un peu de courant, pour des tas de raisons, ça va faire des pertes et la tension baissera. On retrouve ça avec un transformateur, je veux dire 50 Hz normal. Généralement, la tension à vide est bien supérieure à la tension en charge. Donc pour faire ça, on utilise généralement un système de contre-réaction. Et l'idée c'est quoi? C'est que on va moduler la puissance de l'étage driver, quelque part, de façon à ce que la tension de sortie soit constante indépendamment de la charge. Sinon, voilà, ça risque de varier. Maintenant, il y a des cas où cette variation n'est pas gênante. Si derrière, par exemple, on met un régulateur linéaire, ce qu'on fait des fois, là, on s'en fout un petit peu. Par exemple, si derrière on veut du 5 volts, je mets un régulateur 5 volts, et que là j'ai une tension d'entrée qui varie entre 8 et 15, mon régulateur, il fonctionnera. Par contre, là, au niveau du rendement, c'est pas top, quoi. Il y a aussi des cas où, pour l'utilisation, d'avoir une tension qui varie un peu, c'est pas gênant. Ensuite, quand on va mettre en place cette régulation, alors il y a plusieurs méthodes, principalement, alors il y en a une qui est pas terrible, mais que j'ai déjà vue, qui consiste à faire une régulation justement linéaire de la tension du primaire. Alors, ça peut être relativement facile à faire. Maintenant, honnêtement, au niveau du rendement, c'est pas forcément quand même ce qu'on fait mieux. Ensuite, on trouve des systèmes où on commute avec des temps fixes. Alors, le temps fixe, ça peut être soit le temps on ou soit le temps off, et on fait varier la fréquence. L'idée, c'est que l'énergie moyenne en fonction du temps dans le système primaire, va justement varier. Par exemple, un circuit de légende qui est très connu, j'en reparlerai plus tard, c'est le TL497, qui lui marche justement avec un T-on fixe et va varier sa fréquence. Alors c'est à la fois bien et pas bien de faire ça, ça a des avantages, ça a un inconvénient majeur, c'est que la fréquence va varier énormément si le courant de charge varie, et c'est pas du tout facile à filtrer correctement. Alors ce qu'on trouve beaucoup plus rarement, mais qui a des avantages, c'est d'avoir un T-off fixe. Là, en fait, la fréquence varie, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, plus la charge est importante, plus la fréquence baisse. Alors ça a un intérêt, c'est que on a la maîtrise de la fréquence minimum, donc ça peut des fois aider à la filtrer. Ça permet, il y a différents avantages, je vais pas m'y étendre. Mais voilà, maintenant, honnêtement, c'est quand même pas ce qu'on rencontre le plus. Maintenant, typiquement, on a des fréquences fixes et on a un T-on variable. Et typiquement, on est dans le cas du fameux PWM, le Pulse Width Modulation. Et un des circuits de légende, même s'il est assez ancien, qui fait ça très bien, c'est le fameux SG3524. Mais enfin, si on regarde la majorité des circuits intégrés maintenant, driver de convertisseurs à découpage, ils sont basés là-dessus. C'est le cas quand même le plus court. Il y a un autre cas qu'on peut faire, des fois, c'est carrément couper l'oscillateur tout ou rien. Alors ça peut faire des choses simples, j'ai déjà fait quelques schémas comme ça. Après voilà, c'est que ça reste quand même réservé à certains cas. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est quand même le parti fréquence fixe, temps variable qui est le plus courant. Alors bien sûr, dans le cas des convertisseurs qui sont isolés galvaniquement, le feedback, il faut aussi qu'il soit isolé galvaniquement. Et ça par contre, ça rajoute de la complexité. Donc très souvent on utilise des photocoupleurs, avec le fameux TL431, pareil, je vous mettrai la vidéo en lien, qui est très utilisé pour ça. Ou des fois, il y a aussi des retours par des systèmes électromagnétiques, des transfos ou des enroulements. Enfin, il peut y avoir souvent des systèmes comme ça. Et là aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, la régulation, elle est assez compliquée en cas de sortie multiple. Oui, imaginez une alim qui donne du 5 volts et du 12 volts. Qu'est-ce qui se passe si on tire sur le 5 volts et pas sur le 12 volts? C'est pour ça que si on regarde sur les alimes de PC, souvent la régulation se fait sur 5 volts, et sachant que sur le 12 volts, souvent il y a quand même moins de courant. Et c'est d'ailleurs pour ça que certaines alimes de PC, si on met pas de charge sur le 5 volts, elles démarrent pas, elles marchent pas bien. Bien sûr, je le redis encore, tous ces trucs-là, ça utilise des oscillateurs HF avec, en plus des commutations à front assez raides. Donc j'en ai déjà largement parlé sur ma chaîne. Ça génère beaucoup de parasites, avec des fréquences souvent assez élevées. Donc là-dessus, le filtrage, souvent, il est impératif, non seulement en entrée, mais aussi en sortie. Et alors, ça peut être par rapport à la charge, mais même si au niveau de la charge, on s'en fout un peu, imaginons que c'est une LED,
peut se dire, bon, j'en ai rien à foutre d'avoir des parasites HF dans ma LED. Bah, le problème, c'est que ça va transformer les fils d'alimentation et tout en émetteurs. Et enfin, voilà, maintenant, il y a des normes par rapport à ça. Donc, voilà, c'est quand même conseillé de filtrer. Et si il n'y a pas de filtre dans le convertisseur lui-même, hein, les petits modules chinois que je vous ai souvent montrés, souvent il n'y a pas le filtrage, et ben faut les ajouter, aussi bien en entrée qu'en sortie. On pense souvent à la sortie, mais pas souvent à l'entrée, et souvent, et ben on s'aperçoit que c'est aussi une grave erreur. Voilà, donc là, je reste encore tout à fait, je rentre pas dans le détail, mais on va dire dans la généralité. Donc en conclusion, bah, ces convertisseurs, c'est devenu un système incontournable. On les trouve disponibles sous plein de formes de puissance et autres, soit sous forme de circuits intégrés tout bêtes, dans lequel il faut justement rajouter les autres composants. Et de plus en plus, on trouve des modules tout faits. Hein, je vous en ai mis ici, par exemple, en isolé. Ça, c'est souvent des modèles isolés, en non isolé. Ici, par exemple, on a un modèle CEPIC avec des réglages. Enfin voilà, donc, il y a vraiment énormément de choix et carrément des grosses alimes. Encore une fois, hein, même si ça paraît un peu bizarre, les alimes à découpage secteur rentrent finalement dans cette catégorie. Et en conclusion, et comme je vous l'ai montré, même si ça peut paraître simple, en fait, faire ça soi-même et surtout trouver les bons composants, hein, surtout les selfs qui vont bien, c'est vraiment pas évident. Et moi, ce que je conseille quand même, c'est que voilà, vu que en plus ça coûte vraiment pas cher, faut mieux les acheter tout faits, quitte par contre souvent à améliorer le filtrage. Hein, c'est ce que je fais. Voilà, moi j'utilise énormément de ces petits modules, mais à chaque fois je rajoute le filtrage. Là, j'espère que cette petite présentation vous aura intéressé. Hein, donc je mets ça bien sûr dans ma playlist sur les alimentations. Je continuerai de toute façon dans le futur hein, d'explorer ce sujet et surtout, je pense. De faire éventuellement là, des applications un peu pratiques. Justement, je pense qu'on pourra regarder aussi ces deux circuits intégrés de légende, le TL497 et le SG3524, qui sont assez anciens, mais qui sont assez intéressants. Hein. Je pense qu'on pourra étudier leur datasheet et un petit peu leur mise en œuvre. Je pense qu'il y a des bonnes infos à en tirer. Tiens, Maurice, ça va mon poteau? Et est-ce que moi je vais bien? Bah, je sais pas, moi j'ai ma jambe gauche qui me fait un petit peu mal. C'est quoi? Tu dis que c'est l'âge? Oh, bah non, c'est pas l'âge. Ma jambe droite, elle a le même âge, elle me fait pas mal. Brody. Bien, allez, là-dessus, que le grand régulateur vous donne de belles alimentations et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.